BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18 h pour évoquer ces sujets de marché, les enjeux du moment pour les investisseurs. Julie Jourdan nous accompagne ce soir, gérante action américaine chez Mansartis. Bonsoir Julie. Bonsoir. Olivier de Béranger à vos côtés, directeur des investissements et directeur de la gestion d'actifs de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et François Cabot, économiste chez Barclays. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. J'ai changé mon fusil d'épaule. Je vous disais qu'on allait commencer avec le Brexit. Non, on va peut-être commencer avec Lyft. Ça va nous changer Julie. Lyft, plus 20%. C'est le début des méga introduction en bourse. Toutes les grandes licornes emblématiques, là, normalement, doivent rentrer en bourse cette année, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et c'est Lyft qui donne le coup d'envoi. Plus 20%, c'est déjà quand même une indication d'une forme d'appétit pour le risque. On peut commencer là-dessus, peut-être, Julie. Alors, c'est vrai que c'est vraiment, c'était un petit peu le test, Lyft, puisqu'on a une première IPO qui se fait avec des caractéristiques un peu atypiques. C'est-à-dire qu'on a une société qui fait des pertes. Ça arrive quand on rentre sur le marché. Quasiment 1 milliard de pertes mais là, sur le dernier exercice. C'est colossal. C'est un record historique. Ah ouais. Aucune société jusqu'à présent qui est rentrée sur le marché n'avait ce type affiché autant de pertes. Sans donner d'indication sur à quel moment on attend la profitabilité. Donc c'est quelque chose qui est assez atypique, on va dire, qui donne un petit peu le là pour la suite, puisque dans la foulée, on attend 8 autres IPO de taille, dont celle de son concurrent, du concurrent de Lyft qui est Uber. Donc Uber, il faut savoir qu'au dernier tour de table, la valorisation était estimée à 72 milliards et que là, on parle de 120 milliards de valorisation au moment de l'IPO, sachant que les pertes actuelles d'Uber sont nettement supérieures à celles de Lyft, puisqu'elles sont d'à peu près 800 millions par trimestre. Là, on parlait de 900 millions sur l'année. Donc, on n'est pas du tout sur le même référentiel. Donc, l'indication de Lyft, c'est qu'il y a un appétit très fort. Il y a également des valorisations qui sont colossal, puisqu'on parle là de 24 milliards, plus de 24 milliards maintenant avec les 20% sur Lyft. Donc c'est vrai qu'on a ce goût du risque qui revient. Et juste pour rappeler, finalement, dans l'histoire des IPO, il y a eu beaucoup de sociétés qui sont mises en bourse avec des pertes, mais il faut se souvenir qu'à peu près plus de la moitié, quand elles arrivent sur le marché, elles sont profitables sur les 4 trimestres qui précèdent leur mise sur le marché. Je comprends. Apple, Facebook, Google sont arrivés sur le marché profitable. En affichant déjà des trimestres de profitabilité. Donc c'est atypique. Effectivement, il va falloir surveiller. Et c'est rassurant ou je sais pas, c'est un signe d'appétit, ça certainement, d'appétit excessif, d'euphorie, parce que quand même pas des dossiers faciles à acheter, surtout en ce moment. Enfin, je vous fais pas le tableau, mais alors il y a deux choses qui sont un peu intéressantes là-dedans. La première chose, c'est que effectivement, les sociétés aujourd'hui, les sociétés technologiques aujourd'hui cherchent à avoir une taille critique. Cette taille critique nécessite des très lourds investissements pour être présent, à avoir cette taille critique souvent de manière internationale, pas forcément, mais en tout cas d'avoir à la fois les technologies et globalement le niveau en fait de clientèle qui permettent d'avoir des effets d'échelle colossaux. Donc c'est compréhensible qu'ils aient besoin effectivement d'un certain nombre d'investissements. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'argent. Et cet argent, c'est pas fini avec le dernier message de la Fed. Donc c'est vrai qu'il y a de l'argent et on a besoin d'investir de manière colossale. Donc ces deux éléments-là viennent justifier. Est-ce que ça viendra le justifier à terme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'instant T, ça vient le justifier. Dans les grands dossiers qui arrivent, donc il y a Lyft, Uber qui sont des comparables. On parle de Pinterest, Airbnb. Vous avez dit 8 grandes IPO là qui sont prévues. Je sais pas, il y a un dossier ou des dossiers ou des profils de dossiers qui vous intéressent plus aujourd'hui, Julie? Alors aujourd'hui, donc déjà il va falloir voir un petit peu ce qui se passe là. Dans ceux qui ont déposé, donc il y a Pinterest, effectivement, dans la succession il va y avoir Palantir Technologies également. Donc je crois qu'il faut distinguer. Ceux qui crunchent les datas, hein, c'est ça, qui raffinent les datas et voilà. Exactement. Avec tout ce que ça peut comporter comme aspect subversif. Tout à fait. Donc il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur tout ce qui est intelligence artificielle, cloud, qui aujourd'hui peuvent présenter sans doute un intérêt supérieur aujourd'hui à de notre point de vue, je comprends. des Uber ou des Lyft qui montrent des barrières à l'entrée relativement faibles.
Oui, on a vu Uber qui désinvestissait quand même de gros pays. Alors là, ils ont racheté un concurrent au Moyen-Orient. Je crois qu'ils essaient même de terminer un dernier tour de table avant de rentrer en bourse, donc gonfler au maximum le dossier. Qu'est-ce qu'on peut en dire alors sur les dossiers en tant que tels et puis sur la première réaction de marché, 20% pour un dossier qui perd 1 milliard sur le dernier exercice, Olivier. Je voulais juste revenir sur ce que disait Julie. Il y a un chiffre qui est un peu troublant, c'est que sur les dernières IPO aux États-Unis, il y a plus de 80% des sociétés qui sont en perte sur les 12 derniers mois. Ouais. C'est un ratio qu'on avait atteint la dernière fois en 2000, juste au moment de la crise Internet, ou juste avant la crise Internet. Donc quand même, peut-être un petit peu de méfiance. Il y a quand même une grosse différence dans ce cycle d'IPO, c'est que les sociétés ont construit du capital avant de se faire coter. Vous le disiez à l'instant, Uber a fait des tours de table, Lyft aussi. J'ai plus exactement en tête les fonds propres levés par Uber, mais c'est de l'ordre de 25 milliards. Donc, une société qui effectivement perd plus de 2 milliards de dollars par an, mais qui a quand même un peu de fonds propres. Donc, c'est un petit peu différent. Mais si on veut poursuivre le raisonnement, je serais tenté de dire pourquoi s'embêter à aller jouer ce type de société assez risquée, alors que vous parliez de Palantir, si vous voulez jouer le club ou les data, il y a plein de sociétés établies qui gagnent de l'argent, qui vous payent du dividende et qui sont installées, qui font ça. Dans le cloud, on peut citer Microsoft, qui a une nouvelle arrivée sur le marché. Microsoft, au dernier trimestre 2018, c'est 10 milliards de dollars de retour à l'actionnaire. C'est 6 milliards de rachat d'actions, 3 milliards et demi de dividendes. Donc, si le cloud vous intéresse, je crois qu'avant d'aller acheter des dossiers ultra quand même spéculatif, il y a un peu de travail, de grattage de cotes à faire. Bon, et c'est quoi alors qui entraîne un Lyft à plus 20 ? C'est un phénomène de nouveauté, de greed, de spéculation, comme on peut le dire. On cherche le leader. C'est un marché où, en fait, aux États-Unis, il y a deux compétiteurs. Il y a Lyft qui doit faire un petit tiers du marché, et Uber qui fait les 2 tiers restants. Bon, voilà, on essaie de savoir qui va gagner la bataille à coût de dizaines de milliards de dollars. Ça me paraît un peu excessif en termes de valorisation, mais comme le disait fort justement Julie tout à l'heure, quand les taux d'intérêt sont à zéro et qu'il y a des liquidités, ma foi, une société de croissance, sa duration infinie, ça vaut un prix très élevé. Bon, tiens, justement, à propos de taux d'intérêt, il faut qu'on dise un mot des banques centrales, peut-être. François Cabot à nos côtés, je le rappelle, économiste chez Barclays. Oui, parce que les taux d'intérêt là sont revenus quand même sur le devant de la scène, négatifs sur le 10 ans allemand. Enfin, on a un univers de taux négatifs qui est reparti, qui à nouveau se met à augmenter. On a des phénomènes de baisse de taux longs au-delà du 10 ans, même qui sont très marqués, des courbes qui s'aplatissent, qui s'inversent même parfois aux États-Unis. À quoi nous préparent les banques centrales ? Je crois qu'il y a vraiment une grande incertitude macroéconomique générale, une incertitude sur l'environnement politique principalement. Donc on va sûrement les évoquer, guerre commerciale, le Brexit en particulier. Je crois l'investisseur a du mal à se positionner par rapport à ça. Donc on a une incertitude sur la croissance majeure, avec des banques centrales qui ont réagi très fortement, de manière assez surprenante, une fonction de réaction changeante, et je pense qui a fait peur à l'investisseur. Et tant que je pense qu'on n'a pas de clarté sur l'avenir, un fondamental qui repart, qui reprend un peu entre guillemets du poil de la bête, on va dire un assainissement de l'incertitude, plus de clarté sur l'environnement, on a effectivement un horizon d'investissement qui, je pense, qui deviendra plus clair, et avec une normalisation qui devrait s'opérer, certes très graduelle. On va pas revenir sur les scénarios de taux. C'est une idée alors qui est reportée mais qui est pas compromise. Je pense qu'on est vraiment on est une espèce d'un cycle dans le cycle, si vous voulez. Donc on sait qu'on est en fin de cycle, qu'on est en train d'aller vers la fin, et qu'on doit aller effectivement sur une banque centrale européenne, par exemple, de normaliser les taux plutôt vers zéro plutôt que les baisser de manière supplémentaire. Mais on a effectivement cette incertitude politique, plus des facteurs un peu idiosyncratiques, l'Allemagne, les voitures, etc. Le commerce international qui fléchit, qui rend ce cycle difficile à lire et qui a rendu les banques centrales particulièrement changeantes quant à leur, notamment la Fed sur leur discours. Mais au point que les observateurs professionnels en viennent à se poser cette question, et c'est rare chez les watchers ou les économistes qu'ils en viennent eux-mêmes à se demander que nous cachent les banques centrales, ou
qu'est-ce que les banques centrales savent aujourd'hui qu'on ne sait pas? Ça, c'est une question un peu complotiste, hein, mais qui revient souvent. Mais là, je l'entends de la part de gens, et ça m'étonne que même les économistes se posent aujourd'hui cette question. Comment on y répond d'ailleurs, François, à cette question? Je pense qu'il y a deux éléments clés. Là. Un, il y a quand même des instituts politiques importantes sur lesquelles il y a l'économiste ou l'asset manager n'a pas de visibilité. Deux, on est sur des contraintes extérieures fortes sur lesquelles on n'a pas d'indicateur avancé pertinent qui nous dit le commerce mondial dans 3, 6, 9 mois va faire X selon ce que fait mes incertitudes politiques. Donc là-dessus, on a une grande incertitude. Et troisième élément, on sait qu'on est quand même d'un environnement général de taux bas, d'une productivité faible, de cycle qui s'étend et qui est plutôt vers la fin. Et donc, la Banque centrale, comme du coup l'opérateur de marché, a plutôt tendance à être attentiste et voir où effectivement va se positionner, va s'établir ce nouvel équilibre vers lequel on n'a pas vraiment d'idée préconçue, plutôt que d'aller effectivement prendre une vue forte et après prendre les portes de saloon pour la Banque centrale, comme pour l'opérateur. Oui, c'est ça, effectivement. Ce mouvement des banques centrales, vos commentaires, Olivier? Je rajouterais une quatrième marche à l'escalier, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. C'est quand même ça la raison fondamentale pour laquelle les taux ne remontent pas. Et de mon point de vue, les banques centrales, elles n'ont aucune connaissance de choses secrètes qui nous seraient cachées, mais simplement elles constatent comme nous que mois après mois, trimestre après trimestre, l'inflation ne redémarre pas, et sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. Et ça, je pense que c'est là où il y a le plus de... Même aux États-Unis, parce que le virage le plus rapide, le plus brutal, ça a peut-être été quand même le virage de la Fed, Olivier. Hein. Je suis d'accord, mais ce qui est très étonnant aux États-Unis, c'est qu'on est sur des taux de croissance de salaire supérieurs à 3%, sans que l'indice des prix de détail, si on enlève food et énergie, redémarre de manière très nette. En zone euro, ça fait maintenant 4 à 5 ans qu'on est autour de 1% d'inflation core. Alors, on a eu 1,2, 1,3 publié. On sait qu'avec la baisse des prix du pétrole et les effets connexes, on va retourner vers 1. Et ce 1%, il est intéressant parce qu'il y avait une étude de la BCE qui a été publiée de mémoire la semaine dernière, qui montrait que l'impact du quantitative easing avait eu en fait un impact sur le niveau des taux d'intérêt dans la zone euro d'environ 1%. Donc, autrement dit, on a une inflation de 1, il y a la BCE qui, par ses achats d'obligations, vous enlève 1% d'intérêt, on se retrouve à 0. C'est un calcul un peu étonnant, surtout quand même après la durée du cycle, mais c'est là où on se retrouve, en tout cas en zone euro. Aux États-Unis, effectivement, c'est un peu différent, mais force est de constater qu'avec un taux de chômage au plus bas et des salaires qui augmentent de 3%, l'indice des prix hors énergie et alimentation, il est d'un calme olympien, ce qui explique pourquoi le 10 ans américain, qui lui quand même avait vraiment monté, on était retourné autour de 3,20 en septembre dernier, on était quand même sur des niveaux de 40 là, on est à 2,40 et finalement même 2,40 quand vous êtes investisseur obligataire, vous trouvez que c'est un taux de rendement très appétissant quand on compare à la zone euro. 2,40 c'est le taux du 10 ans BTP, c'est le taux de l'Italie, donc c'est un taux qui est pour un risque un peu différent. Pour un risque un peu différent. Voilà. Donc, très clair. on a l'impression que le lower for longer, c'est encore plus vrai cette année que les années précédentes. Et c'est un peu une énigme, cette histoire de non-redémarrage de l'inflation. Bon, et voilà, justement, c'est une situation qui, parce que les banques centrales reviennent sur quelque chose de très accommodant ou évacuent l'idée d'une normalisation un peu trop rapide, un peu trop dure, ça renforce, le cas de la prise de risque sur les marchés parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que quand on cherche du rendement, il va falloir aller sur des actifs risqués, sur le crédit ou sur les marchés actions. Ou est-ce qu'à un moment, quand même, ça instille un doute dans la tête des investisseurs, et si on n'en sortait pas par le haut, c'est d'ailleurs ce qui est peut-être en train de se passer. À un moment, ça peut peser quand même sur l'appétit pour le risque, Julie. Où est-ce qu'on met le curseur là ? C'est ce qu'on a vu quand même vendredi dernier. C'est-à-dire que vendredi dernier, lorsqu'on a eu finalement l'inversion de la courbe des taux, et donc le taux 10 ans s'est retrouvé inférieur au taux 3 mois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2006, ça a quand même susciter un espèce de frémissement d'inquiétude sur les marchés. Parce que c'est arrivé depuis les années 60 à peu près 8 fois. 7 fois, ça a été suivi, pas immédiatement, mais ça a été suivi d'une récession. Donc l'interrogation derrière, c'est est-ce qu'on va se diriger vers une récession à court, moyen terme et quelle est l'attitude qu'on doit avoir par rapport à ça? Pourquoi le taux 10 ans serait inférieur au taux 3 mois? Et en fait, dans la réalité...
nous, on considère que c'est un petit peu prématuré d'anticiper ça. Puis finalement, le marché en fait s'est retourné en début de semaine et montre bien qu'aujourd'hui, on n'anticipe pas cette récession à court moyen terme. Mais il y a ce doute sur est-ce que finalement le prochain mouvement de la Fed, ça va être finalement le statu quo tel qu'il l'a dit et affirmé finalement lors de la dernière réunion. Renversant complètement la situation d'il y a 6 mois, ou est-ce que finalement on va rentrer dans une période où ils vont à nouveau baisser les taux? Donc l'incertitude, elle est là. L'économie va globalement relativement bien aux États-Unis, même si on a une petite forme de ralentissement. Et ce type de période où finalement on a une courbe des taux qui est très aplatie et une économie qui globalement, bon an mal an, va bien, c'est une période qui est extrêmement positive pour les actions. Donc en général, on a entre 12 et 30 mois de très belles performances d'actions consécutives. Donc à ce stade, il n'y a pas véritablement, en ce qui il n'y a pas de précipitation à avoir. Mais c'est vraiment à surveiller. Ouais. C'est quoi, juste sur les grands points de vos scénarios macro et des mouvements de banque centrale, alors Fed et BCE, pour dire les choses simplement, qu'est-ce que vous prévoyez désormais chez Barclays, François? Donc malgré, je rejoins tout à fait cette analyse sur la santé de l'économie américaine, ce à quoi effectivement le manque d'inflation nous donne à penser qu'il n'y aura pas de hausse de taux. Et que l'économie américaine va bien, parce que oui, tout à fait. D'accord. Et va bien, mais en ralentissement vers son potentiel. Si vous voyez, nous on a une croissance à 2,7 cette année, ça ne se justifie pas à ce qu'elle se maintienne, et dès lors un ralentissement sans qu'il ne créera a priori pas assez d'inflation. De mémoire, je crois qu'on est à 2,9 publié sur 2018. Ouais. C'est même pas un ralentissement là que vous signalez, François. Non, alors si vous rentrez un peu dans le détail, en fait c'est beaucoup d'acquis en fait de 2018. D'accord. On a fini un peu l'année en fanfare. D'accord. Et c'est d'ailleurs le premier trimestre va a priori pas être très bon. Si on décompose la dynamique, si on décompose en séquentiel, on sera moins bon. Donc effectivement en moyenne annuelle, on est encore assez bien orienté. Et donc pas de hausse de taux, parce qu'effectivement pas d'inflation, argument clé effectivement. Et puis pas de hausse de taux, et enfin je sais pas, au-delà vous n'anticipez pas de baisse de taux 2020 comme le marché le signale aujourd'hui. C'est pas encore l'idée. Non, tout à fait. Je pense qu'il y a le premier, si vous voulez, la condition nécessaire, c'est peut-être que les taux, la courbe des taux se renverse. Pourquoi pas? C'est un signal 9 fois sur 10. En gros, ça marche à horizon 12-24 mois. Là, peut-être la condition suffisante qu'il faut mettre derrière, c'est que le marché de l'emploi se retourne. C'est qu'il faut quand même que le fondamental, les fameuses NFP qu'on regarde chaque mois, effectivement, se ralentissent, voire atterrissent en territoire négatif. Donc je pense que pour l'instant, on est plutôt bien orienté, et allons voir ce que donnent les rapports sur l'emploi après le shutdown, qui seront plus clairs. Mais pour nous, en tout cas, il n'y a pas du tout de signal d'alerte là-dessus, surtout qu'en plus, le taux de participation remonte. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être encore plus de potentiel de montée de l'emploi. Là, c'est vraiment encore l'environnement Goldilocks, une croissance tout à fait honorable, et puis pas de hausse de taux parce que pas d'inflation. Ok, ça c'est les US. Voilà. Pour la zone euro. Et donc sur la zone euro, un scénario constructif sur la croissance, avec évidemment pas d'inflation. On a 1,2 de croissance sur 2019, avec une petite accélération en séquentiel sur toute l'année, mais qui va donc toujours la thèse du passage à vide qui tient le choc pour l'instant. Exactement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce mini-cycle, avec des éléments à la fois très politiques qui vont s'interrompre, et puis idiosyncratiques sur notamment l'Allemagne et les voitures et le commerce international, qui on pense a priori on va plutôt vers un deal, et en tout cas enlever l'incertitude Brexit à un moment ou à un autre, enlever l'incertitude guerre commerciale Chine-US et Europe-US à un moment ou à un autre également, qui nous porterait vers des moments meilleurs. Mais néanmoins, effectivement, le fait qu'on n'ait pas d'inflation ne générera pas plus de hausse de taux de normalisation là-dessus. Néanmoins, comme la BCE a une forward guidance qui s'arrête en décembre, pour nous... forward guidance, la communication marché, c'est pas de hausse de taux jusqu'à la fin de l'année? Voilà, exactement. Donc les taux resteront à zéro au moins jusqu'en décembre, c'est sûr. Et pour nous, on entrevoit qu'elle séparait, si vous voulez, cette forward guidance entre le taux dépôt et le taux refi. Donc cette forward guidance serait ancrée sur le taux refi uniquement, en disant que celui-ci restera à zéro jusqu'à, plus ou moins jusqu'à l'éternité, en fait, si on veut dire les choses crûment, mais que par contre, elle laisserait du coup implicitement de la place pour remonter le taux dépôt. Et ce qui permettrait d'avoir effectivement d'alléger l'impact sur les institutions bancaires et financières généralement, qui, de notre point de vue, créent une spirale négative et de moins en moins positive, et en enlevant ces
taux d'intérêt négatif permettrait d'alimenter l'économie en crédit. Je comprends le point. Juste, j'ai l'impression que vous challengez un peu la position des officiels de la BCE et peut-être même de Mario Draghi en premier lieu, qui nous dit qu'il veut préserver justement le taux de dépôt en négatif, mais qu'il faut trouver des solutions, des contre-mesures. Et on comprend que ça passe peut-être plutôt par un système de taux à étage, de taux différenciés. Donc pour nous, c'est pas la solution idéale. C'est pas la solution idéale, c'est trop compliqué et c'est pas. Et on sent vraiment que en ayant fait une étude assez approfondie de l'état du crédit dans l'économie européenne, dans la zone euro en général. On voit vraiment, au-delà de l'Italie, qui est un peu le candidat idéal pour essayer de voir un retournement, on voit en Espagne également des indicateurs de crédit qui sont moins allants. Donc on se dit vraiment qu'il y a une nécessité d'agir plutôt rapidement et que cette stratégie de taux de dépôt à étage est trop compliquée, pas assez claire, et pour une zone euro, on ne souhaite pas faire plus de fragmentation et autant enlever le taux de dépôt et le normaliser de 30 points de base. C'est pas si... Non, c'est pas si évident. Ouais, je comprends. Bon, c'est pas gagné. Hein. C'est un vrai débat là, visiblement au sein de la Banque centrale européenne. Un commentaire là-dessus juste après la pause, Olivier. On marque une pause et puis on reprend avec vous dans un instant. Et la clôture en Europe qui s'annonce positive. On va parler marché, bien sûr, stratégie de marché. Que faire après un trimestre aussi exceptionnel sur les marchés qui efface en partie la baisse du trimestre de fin d'année, de fin 2018. Le CAC va terminer ce trimestre sur une note positive, donc plus 0,8% actuellement, 5340 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités donc avec nous jusqu'à 18h, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, François Cabot, économiste chez Barclays, et Olivier de Béranger, directeur de la gestion d'actifs de la financière de l'Échiquier. On était sur la BCE, les taux négatifs et comment soulager les banques du fardeau des taux négatifs. Ça devient un impératif à ce stade, Olivier. Moi, je le comprends un peu à demi-mot. Si on a besoin de le faire à ce moment, il y a quand même l'idée que on risque d'être planté dans cet environnement de taux négatifs pour plus longtemps que ce qu'on imagine encore. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre entre les lignes? C'est pas franchement ce que nous dit François Cabot. Hein. Donc il y a l'idée de la normalisation, elle s'efface un peu aujourd'hui, mais elle est toujours là quelque part. Pour moi, il y a deux taux vraiment différents. Il y a le taux de refi, le taux de refinancement, qui est le taux auquel les banques empruntent des liquidités, et qui est quand même le taux historiquement qui était le plus regardé pour la distribution de crédit en zone euro. Qui était le taux directeur principal de la BCE. Depuis la crise, il y a un autre taux qui est regardé. On ne le regardait jamais. Hein. Vous pouvez regarder avant 2008, personne ne vous parlait jamais du taux de dépôt. Le taux de dépôt est ennuyeux parce qu'actuellement, les banques européennes ont déposé plus de 2000 milliards d'euros à ce taux de dépôt. Donc à moins 0,4, ça coûte 8 milliards par an au secteur européen, donc au secteur bancaire européen. Donc si vous dites qu'on est parti pour 5 ans, l'infinité peut-être pas, mais mettons juste 5 ans de taux aussi bas, c'est 40 milliards que vous prélevez dans la poche des banques européennes. Quant au même moment, les indications de forward guidance que vous avez faites ont aplati la courbe des taux. Et le métier d'une banque, c'est quoi? C'est emprunter court et prêter long pour faire de la transformation. Et c'est comme ça que se constitue l'essentiel du PNL des banques commerciales. Donc, ce qu'a voulu dire probablement Draghi, c'est qu'il était bien conscient que ce qu'on faisait en zone euro depuis plus de 5 ans, ça mettait quand même à mal la profitabilité du secteur bancaire. Et là, j'insiste vraiment, c'est la profitabilité, c'est pas la solvabilité qui est mise en œuvre, c'est pas la qualité des fonds propres des banques qui sont abîmés par ça, c'est plus leur capacité à faire du résultat. Hein. Ayez ça en tête, 2000 milliards de dépôts à moins 0,4, ça vous coûte 8 milliards par an. Bon, mais ça veut dire qu'il va régler pour plusieurs années peut-être la question du refinancement des banques, c'est quelque chose là qui veut régler une bonne fois pour toutes pour au moins peut-être les plusieurs trimestres devant nous, Olivier. Je pense que c'est son successeur qui s'en occupera. Il le prépare aujourd'hui. Il le prépare et bon, le Conseil le prépare sûrement, mais je vois assez mal faire des mesures révolutionnaires dans les semaines qui viennent. Je pense que simplement, ce qu'on pourrait faire, c'est laisser les réserves obligatoires à moins 0,40 et tout le surplus de liquidité du système bancaire européen lui proposer un autre taux. Est-ce que c'est au milieu, moins 0,2? Est-ce que c'est remonté? Enfin, donc le système compliqué dont parlait François Cabot. C'est un système compliqué parce que c'est un système qui explique bien que c'est simplement une mesure technique pour aider, pour ne pas pénaliser. C'est pas pour aider, c'est ça. Attention au mot, pour ne pas pénaliser préserver la situation. Le système bancaire européen. C'est ce que disait Benoît Cœuré ce matin. Le canal de transmission bancaire est reparti après la fragmentation qu'on a connue dans les années de crise. Et les mesures qu'on prend aujourd'hui sont bien destinées à protéger, à préserver ce canal de transmission du crédit qui est le canal principal, vital en tout cas pour l'économie de la zone euro. Non,
François, juste pour compléter, une stat intéressante et je pense qui est vraiment avant en tête, c'est qu'effectivement, l'intermédiation de l'économie est vraiment clé en Europe et c'est vraiment différent par rapport au modèle anglo-saxon. Donc il y a en gros 70-75% de l'économie qui est intermédiaire. Donc c'est quand même, effectivement, le chiffre de 8 milliards est important et d'autant plus à mettre en perspective qu'on a besoin effectivement des banques pour prêter à l'économie et que les missions obligataires et actions financent relativement peu finalement l'économie. D'où l'importance quand même de gérer ce problème à relativement court terme plutôt que de le repousser, qui pousse effectivement les banques à faire compliquer le résultat en tout cas. Ouais, bien sûr. On parlera alors sur les dossiers politiques là pour avancer un petit peu dans nos discussions. On parlera du Brexit évidemment, mais juste un petit détour quand même par la négociation Chine-États-Unis. Julie Jourdan, je m'adresse à vous, gérante action américaine chez Mansartis, mais c'est collégial. On en parlait un peu moins ces dernières semaines. On avait compris que les discussions allaient sans doute se prolonger. On était content de voir que ils étaient capables de se rencontrer à nouveau. Déjà, c'était quand même une première étape. Là, ça s'est passé ces derniers jours, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, et hier à Pékin. La semaine prochaine, rebelote, mais à Washington avec la visite de la délégation chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Il y a toujours beaucoup de bruit, évidemment. Les informations, d'ailleurs, sont parfois contradictoires, voire très contradictoires, selon qu'on lise la presse chinoise ou la presse américaine. On avance. Est-ce que quand même l'idée que les négociations prennent plus de temps, est-ce qu'on peut voir ça positivement d'une certaine manière, Julie? Alors, vu la difficulté et vu les sujets, la complexité des sujets, le fait de discuter et que ça prenne plus de temps, ça ne peut être vu que positivement. On est en train de parler de droit sur la propriété intellectuelle, de transferts technologiques, de choses, de barrières commerciales non douanières. Donc on parle de choses assez complexes qui méritent effectivement d'aller dans les détails. C'est pas les achats de soja là, c'est tout ça quoi. Non, on n'est pas là-dessus. Donc il y a eu quelques avancées quand même notables à voir après dans les détails, encore une fois. Et ça, effectivement, les deux parties, on va dire, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ont tout intérêt à chaque fois à montrer qu'ils sont lead en fait sur chacune des négociations. Donc c'est pour ça qu'on va avoir effectivement des propos qui peuvent être interprétés de manière un peu différente selon la presse américaine ou chinoise. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même 3 avancées. La première, c'est qu'ils ont évoqué le fait qu'on pouvait ouvrir le marché chinois aux services financiers et aux assureurs. À voir dans quelle mesure, ça peut être le cas. Mais première avancée, ce qui était quand même une demande des Américains. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé d'éventuellement faire des zones franches dans lesquelles un certain nombre de sociétés qui font du cloud, donc Amazon, Microsoft, pourraient s'installer, détenir leur data center et à partir de là, faire une espèce de phase de test pour voir s'ils peuvent opérer donc leur activité de cloud en toute Chine. Sécurité en Chine. Ce qu'on ne connaît pas évidemment à ce stade, c'est les contours de ces zones franches, comment les données pourraient être transmises en dehors de ces zones franches, quel type de services ils pourraient fournir, etc., etc. Donc il y a plein de choses encore qui doivent être négociées et qui doivent avancer. Mais enfin, c'est un élément supplémentaire. Et dans le cadre des transferts technologiques, il y a eu également une avancée, puisqu'il y a eu un amendement qui a été voté, qui vient interdire en fait la divulgation de secrets technologiques et qui annonce en fait des sanctions pénales auprès de ceux qui le feraient. Donc, ce qui était une demande très forte des Américains pour éviter que dans le cadre de joint venture, etc., finalement, un acteur officiel chinois qui serait là puisse effectivement transmettre des données. Donc, ces éléments-là, dont on ne connaît pas les détails, sont plutôt des avancées positives. Bien sûr, Après, on verra dans la réalité où est-ce qu'on signe et qu'est-ce qui est signé. Mais et là, il n'y a plus de date fixée. Là. On n'a pas de date fixée, ça pourrait être avril, ça pourrait être mai, ça peut être juin. C'est ça. On ne sait pas. Mais je veux quand même ajouter un petit élément, parce que c'est un élément qui est significatif pour l'économie américaine, c'est que globalement, on parle de plus d'1 trillion de dollars d'achats supplémentaires sur 6 ans. Ça, c'est je dirais, la globalité de l'accord. Si c'est effectivement ce qui se produit, et les Chinois ont l'air d'être plutôt positifs sur cet élément-là, ça veut dire plus de 150 milliards par an.
Donc ça veut dire un impact positif sur le PIB américain qui serait évalué autour de 0,2. Donc c'est significatif. Ouais. C'est quelque chose dont on mesure pas bien le boost potentiel sur l'économie américaine, mais qui est bien réel. Bon, et tout ça participe aussi à mettre un plancher au marché. Tout ça aussi est un facteur de soutien. On en parle moins, je le disais, mais ça reste un facteur de soutien important. On parle beaucoup des banques centrales désormais, mais ça reste un facteur important. Ça reste un facteur de soutien, d'autant plus qu'on le voit effectivement dans les PMI aux États-Unis en ce moment. Il y a une forme d'attentisme, notamment sur le secteur industriel, qui est effectivement aussi lié au fait qu'ils ne savent pas demain, est-ce qu'il y aura barrière douanière, pas barrière douanière, et exactement comment seront les relations entre ces deux pays qui sont deux zones économiques majeures. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'attentisme dans les investissements des entreprises. Juste un commentaire macro par rapport à ça, François, et puis on marque une pause avant la clôture définitive en Europe. En cas de deal, quel peut être l'impact macroéconomique? Est-ce que ça participe d'un soulagement assez immédiat sur le commerce international en enlevant cette incertitude? Est-ce que ça allège le poids sur l'économie chinoise en tant que telle, qui suscite beaucoup d'interrogations? Qu'est-ce qu'on peut imaginer à ce sujet? Non, je crois qu'il y a c'est exactement ces éléments-là. Je pense qu'il y a effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un sentiment d'incertitude profond, généralisé, permanent, envahissant, dit Mario Draghi. Voilà, c'est ça, lié à tout plein de problématiques qui ont commencé en mars dernier avec ces annonces de guerre commerciale qui proviennent des États-Unis. Donc je pense qu'il y a un élément de sentiment, et vous y faisiez référence sur l'ISM manufacturier, je pense, qui est assez évident. Je pense qu'il faudra vraiment, en tant que bon Européen, voilà, tant qu'on n'a pas de deal, on n'a pas de deal. Donc il faut vraiment voir effectivement les diables, et dans le détail comme toujours, il faudra vraiment voir ce qui est à l'œuvre. Mais les chiffres sont vraiment probants et très importants. Donc je pense qu'il y a un élément de confiance important, marché et macro. Clairement. Après, et là, j'allais faire une remarque un peu cynique, mais il faut quand même pas oublier non plus la vulnérabilité et la faiblesse de l'économie chinoise en interne. Donc, il faut aussi se dire qu'ils sont aussi probablement en phase dans la discussion et faire quelque chose de constructif, parce que ils ont aussi des problèmes à régler en interne et qu'ils n'ont pas, c'est pas le moment pour eux d'avoir à gérer compte tenu de la relative, la limitation dans laquelle ils ont de capacité, de marge de manœuvre, pour relancer leur économie, d'avoir ça en plus. Donc, ne pas se mettre trop dans le rouge par rapport à ça. Sur le printemps, et de dire que la vraie deadline c'est novembre 2020 et on verra ce qui s'y passe si avant c'est encore mieux. Oui, ce serait bien pour tout le monde. On marque une pause. Clôture définitive à Paris dans quelques secondes. On gagne quasiment 1% à l'arrivée ce soir. Dernière séance du trimestre. 5350 points pour le CAC. Clôture ce soir sur les marchés européens, une belle clôture pour finir une semaine où les tendances étaient un peu plus neutres, mais un trimestre exceptionnel effectivement. Le CAC qui clôture bien, plus 1% ce soir, 5350 points, on clôture quasiment sur les plus hauts du jour, avec du coup une performance depuis le début de l'année qui dépasse les 13% pour le CAC 40 sur l'ensemble de ce trimestre, et même un peu plus si on remonte techniquement jusqu'au point bas de fin d'année qui avait été marqué le 27 décembre sur le marché européen et le 24 décembre sur le marché américain. Les US qui sont bien orientés en cours de séance également. Alors à Paris, notez intéressant de voir quand même quelques rebonds de valeurs très très décotées, même si c'est un petit peu contre la tendance du trimestre écoulé. On voit ST Micro qui gagne 3,5%, Carrefour qui reprend un peu plus de 2%, ArcelorMittal qui gagne près de 2% également, Peugeot qui progresse de près de 2%, et puis on retrouve quand même quelques grands gagnants historique d'ailleurs sur le marché parisien, dans l'aéronautique, Safran qui gagne un peu plus de 3% par exemple, et puis le secteur des logiciels aussi qui s'en sort très très bien depuis le début de l'année. On a un joli tir groupé, je parle sur la performance trimestrielle d'Asso Systèmes, Capgemini, Atos, et ces titres se retrouvent aujourd'hui dans la hausse du jour. Atos notamment qui gagne un peu plus de 2%, ou encore Dassault Systèmes qui progresse d'1,5%, seul titre en baisse, Hermès, moins 0,27% ce soir sur le CAC. Bon, Hermès qui fait partie des grands gagnants du trimestre, il n'y a pas de sujet là-dessus. L'euro-dollar relativement stable, on a vu un petit accès de faiblesse du sterling après le rejet pour la troisième fois de l'accord de séparation de Theresa May à la Chambre des communes. C'est pas une grosse surprise, on dira un mot du Brexit évidemment, et puis la cotation de Lyft, ça se passe toujours bien, première grande introduction en bourse de l'année. On avait déjà eu les Jean Levis qui avaient marqué un petit peu les esprits, mais là on passe dans le domaine des méga licornes qui s'introduisent sur le marché, avant le mastodonte Uber qui est
attendu peut-être dans les prochaines semaines. Lyft aujourd'hui qui ouvre la voie de belle manière avec une progression alors qui s'est un petit peu réduite, mais on est quand même encore sur un rythme de 15% de hausse pour cette première séance de Lyft au Nasdaq. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Un mot du marché avec nos invités, François Cabot, économiste chez Barclays, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis et Olivier de Béranger, directeur de la gestion d'actifs de la financière de l'Échiquier. Olivier, un commentaire peut-être rapide sur le premier trimestre. Je note quand même Airbus plus 40%. LVMH, Kering, Hermès, L'Oréal, c'est plus 20, plus 25%. Chited, Dassault Systèmes, Capgemini, Atos, plus 20, plus 25%. C'est toujours les mêmes, quoi. C'est depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toujours les mêmes. Ça fait 5 ans que ça dure et c'est 5 ans de surperformance plutôt des sociétés de croissance. C'est complètement en lien avec ce qu'on vient de dire dans la période précédente de l'émission. C'est avec des taux à zéro. Toute société qui a des cash flows réguliers, vous l'actualisez comme une obligation et ça vaut beaucoup plus cher que ça valait quand les taux valaient 4, 3, 2, 1 ou 0 aujourd'hui. Donc, c'est un segment de la cote qui voit un peu converger toute la liquidité. Ce qui fait d'ailleurs que selon les indices, c'est pour ça que le CAC fait mieux que le DAX. Il y a plus de croissance dans le CAC que dans le DAX, il y a plus de luxe. Dans le DAX, vous avez plus de manufacturiers, d'automobiles, de cycles domestiques. Et c'est pour ça que ça performe un petit peu moins bien. Mais ça reste un no-brainer pour les investisseurs actions là, qui ont des actions en portefeuille. Enfin, faut pas se poser de questions. Il faut pas chercher à miser sur les chevaux qui sont pas arrivés précédemment. À mon avis, il y aura forcément des périodes où la value ou le cycle surperformera, mais tant qu'on est dans cet univers de taux bas, alors qu'il soit 0 ou 0,50 finalement c'est plus la question, tant qu'on est dans ces univers de taux bas, c'est des valeurs qui sont appelées à surperformer. En revanche, il faut pas décevoir, parce que dans ce type de croissance très bien valorisée, si vous ratez un trimestre, la sanction elle est extrêmement violente. Alors que paradoxalement, depuis le début de l'année, on a vu que des titres value qui faisaient des publications simplement en ligne, vous avez des rebonds de 10, 15 ou 20. C'est vrai. Il y a votre maison mère aujourd'hui qui Altis aujourd'hui sur une publication qui n'est pas extraordinaire. Plus 26 ce soir. Sur une publication qui n'est pas extraordinaire. Les résultats sont en nette baisse, oui. Le fait de ne pas être catastrophique ou plus exactement d'être en ligne et un peu mieux que le pire qu'attendaient les analystes, vous avez des rachats de short, donc des rachats de vente à découvert qui sont juste impressionnants. Et on l'a eu pour plusieurs dossiers de ce type depuis le début de l'année. À force d'attendre le pire, vous pouvez avoir quand même des bonnes surprises. Le pire n'est pas toujours certain. N'est pas toujours ça. Et ça, c'est ce qui explique un peu cette hausse de marché. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui est un peu le miroir de la baisse du dernier trimestre 2018. J'y rajouterais que sans flux nouveau dans les marchés, le rachat de positions à découvert, c'est un thème qui a été joué par pas mal d'intervenants sur le fait qu'on a des sociétés dont le capital était tellement vendu à découvert qu'il suffit d'être simplement en ligne pour avoir des plus 26 comme aujourd'hui. Ouais. Julie, un commentaire peut-être plus focalisé sur le marché américain. Vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. Et puis, je sais pas quand même, je trouve que les prochaines semaines vont être intéressantes. On va revenir aux publications d'entreprises. Là, c'est vrai qu'on était dans la période un peu creuse. Ça veut dire des entreprises qui n'auront plus le droit de racheter leurs actions pendant un certain temps en tout cas. Ça a été un moteur moins élevé. Le montant des rachats titres sera moins élevé cette année. Moins élevé pendant la période de publication. Exactement. Et puis surtout, on va se retrouver avec des publications du premier trimestre qui vont montrer globalement peut-être une contraction des profits aux États-Unis. Tout à fait. Comment Wall Street va gérer cette situation-là ? Alors je vais vous dire, on a rarement vu des révisions baissières aussi importantes de la part des analystes et du marché sur les États-Unis qu'on ne l'a vu sur le premier trimestre. Ah oui. Donc en fait, on a anticipé largement ce premier trimestre et les déceptions à venir. Donc c'est vrai qu'on le voit même dans les chiffres. On l'a anticipé en revenant au top sur le marché américain. D'accord. On l'a anticipé dans les chiffres de profit, je comprends. Dans la croissance attendue des profits. D'ailleurs, on le voit bien sur l'année. On attend maintenant sur les États-Unis quelque chose comme 3,4% de croissance des profits. On en attend des 7 en début d'année et 10 en juillet de l'année dernière. Donc on voit bien que les révisions, elles ont été très importantes. Elles ont été
particulièrement importante pour le premier et le deuxième trimestre. Donc on anticipe plusieurs choses. On a anticipé le shutdown, on a anticipé les impacts des renégociations commerciales avec la Chine et l'attentisme qui en découle, et les conditions météorologiques qui ont été catastrophiques dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Donc ça a été anticipé de manière très forte. Ouais. Donc on va voir effectivement quand on va rentrer dans cette phase, mais traditionnellement aux États-Unis, on a plutôt tendance à dépasser le consensus de l'ordre de 3 à 4%, puisque, effectivement, on a toujours une certaine forme de prudence sur les croissances de profit. Ce n'est pas toujours le cas en zone Non, les entreprises américaines préparent bien le marché, pour dire les choses. Préparent bien le marché. Et donc, c'est vrai. Donc, on pourrait ne pas être en contraction, finalement, peut-être. On pourrait ne pas être en contraction avec un PIB qui sera très faible, autour de 1,3, voilà, sur le premier trimestre, mais avec, effectivement, des bonnes surprises au moment des publications de résultats. Donc voilà, et le marché, il s'est un peu renormalisé, effectivement, depuis le début janvier, mais on avait eu une baisse massive au dernier trimestre et excessive. Donc on est renormalisé, mais on reste sur les moyennes historiques. Donc on n'est plus du tout dans l'excès d'il y a un an. Direction New York, justement, pour retrouver Sabrina au Nasdaq. Oui, ça se passe bien pour Lyft, c'est l'événement du jour, même si la hausse est en train de s'essouffler un petit peu. On voit ça tout de suite. Oui, c'est Lyft qui nous intéresse, Sabrina. Oui, il y a eu un joli, on appelle ça un pop, le pop à l'ouverture, c'était un joli pop de 20-25% peut-être pour le titre Lyft. Ça s'est un petit peu calmé depuis, mais enfin, ça reste pour une entreprise qui pèse, je sais pas, 25-30 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui, ça reste quand même une très belle première journée en bourse. Oui, effectivement, un joli pop à l'ouverture. On a progressé jusqu'à 22% sur les plus hauts niveaux de la séance, sur les toutes premières minutes. Et puis, alors effectivement, là, ça s'essouffle. On grimpe de pratiquement 12% sur le titre Lyft. On est aux alentours de $80,45, ce qui reste tout à fait raisonnable. Lyft, qui est le grand concurrent d'Uber et qui donc a choisi de faire ses premiers pas ici au Nasdaq aujourd'hui. En 2018, c'était 911 millions de dollars de pertes, des pertes beaucoup plus lourdes que sur 2017. Le chiffre d'affaires, 2,2 milliards de dollars, soit le double de ce qui avait été enregistré sur l'année précédente. Lyft, c'est 34% de part de marché contre 66% pour le grand concurrent. Lyft qui avait choisi Credit Suisse, JP Morgan et Jefferies pour piloter cette IPO aujourd'hui. Crucial pour le Nasdaq, tout s'est bien passé, tant mieux. On se souvient des grandes IPO de Facebook avec les problèmes rencontrés lors des premiers échanges. On a un titre qui est en hausse, donc crucial pour le Nasdaq, crucial pour le marché des IPO, et on en attend plein des grosses IPO. On attend donc bien sûr Uber, on attend Pinterest, Slack, Palantir, et encore plus de toutes ces licornes, méga licornes, et donc un test positif. Alors on verra bien sûr ce que ça donnera à la clôture. On espère quand même pas que ça va, parce que là ça quand même bien, ça s'essouffle quand même pas mal depuis si on regarde les plus hauts de 22%. On verra ce que ça donnera à l'ouverture. Pour le moment, ça reste quand même très correct, notamment si on regarde les volumes, beaucoup de très gros volumes, ce qui est en général positif. Donc la valeur du jour, bien sûr, à Wall Street dans une séance positive. On a les indices qui avaient ouvert la séance sur une progression, ça continue, plus 0,5% au terme d'un trimestre très beau sur l'indice S&P 500, meilleur trimestre premier trimestre depuis 1998, une hausse de plus de 12% pour le S&P 500, plus de 10% pour l'indice Dow Jones, meilleur trimestre depuis 2012 pour l'indice Nasdaq, donc ça se passe plutôt bien. Puis allez, on termine avec une autre valeur qui se distingue aussi aujourd'hui. Il n'y a pas que Lyft, même si bien sûr c'est quand même le plus gros de l'actualité, mais il y a BlackBerry qui publie des résultats records, mais il faut en parler de BlackBerry. Il y a plus de téléphone, vous avez les résultats de Kodak aussi, Sabrina, par hasard? On a les résultats records. Non mais le titre, Grégoire, plus 15%. Bravo BlackBerry. Non mais c'est bien de nous rappeler que BlackBerry existe encore le jour où Lyft arrive sur le marché. Bien sûr, les services, oui, effectivement. C'est une entreprise différente aujourd'hui qui s'est réinventée. Merci beaucoup Sabrina, bonne fin de séance à vous. Sur le marché américain avec nous tous les jours en duplex depuis le Nasdaq. On marque une dernière pause et nos invités du Club de la Bourse avec nous jusqu'à 18h.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Allez, il nous reste 5 minutes, les 5 dernières minutes traditionnelles réservées à la résolution du Brexit. C'est ce que je propose tous les soirs à nos invités, résoudre en 5 minutes le Brexit. À nos côtés, Julie Jourdan-Mansartis, Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, et François Cabot chez Barclays. Je commence avec vous, l'économiste de Barclays, François. Bon, rejet pour la 3e tentative. Il y aura encore sans doute du travail parlementaire. Maintenant, il y a une nouvelle date, c'est le sommet européen du 10 avril, et puis toujours la deadline du 12. Voilà, ouais, c'est ça. Donald Tusk, encore une fois, je reprends Donald Tusk, le président du Conseil européen, la semaine dernière, à la sortie du Conseil, où tout le monde s'arrachait les cheveux sur les arbres de décision, les scénarios, jusqu'au 12 avril, tout est possible. Tout est possible, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Parce qu'on a quand même un certain nombre d'options qui se ferment, visiblement, François. Elles se ferment, mais en même temps, elles peuvent se réouvrir à tout moment. Donc, je pense que, tout est vraiment possible. Tout est vraiment possible. C'est vrai que le temps joue contre la faveur du Premier ministre et du plan d'arriver à faire passer ce deal au Parlement. Maintenant, on est vraiment sur des considérations purement de politique interne. Donc, je suis pas sûr que je sois beaucoup plus éclairé que n'importe qui. Mais néanmoins, voilà, je pense qu'il faut se dire qu'ils ont encore ils ont une quinzaine de jours. Ils vont repartir. Il faut quand même voir qu'on a de moins en moins de votes contre ce deal. Donc il y a encore une soixantaine, mais on va vers une sorte de convergence. Il y avait quand même la question de l'union douanière la semaine dernière et la question du second référendum qui sont pas passés très loin d'avoir une majorité. Alors bon, c'est un vote indicatif, donc c'est pas dit qu'on y aille forcément. Il manque 25-30 voix peut-être, c'est ça, pour arriver à faire passer le deal. Du coup, est-ce qu'on peut arriver à un point de C'était 75 le dernier vote, voilà. Il manquait 75. Donc, est-ce qu'on peut arriver à un point de cristallisation le 10, le 11, après ce fameux Conseil européen auquel, a priori, ça va être compliqué pour le Premier ministre May, la Premier ministre May de revenir avec quelque chose de substantiel, d'avoir des travaillistes qui, devant le fait accompli, devant un no deal, d'aller voter avec des conservateurs, ou au contraire d'aller dire finalement on revoit tout ça, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc extension longue, on accepte les élections européennes, et donc du coup on est reparti pour 9 mois, 1 an de discussion. C'est suffisant, accepter les élections européennes, ça déclenche automatiquement une extension longue, parce que il y a des positions. Alors il y a Donald Tusk qui organise les sommets européens, et puis il y a quand même les positions des États, et de ce point de vue-là, la France dit non, nous il faut qu'il y ait un projet clair qui soit la France qui est un peu dans le rôle du bad cop dans cette histoire de Brexit, et Macron qui le dit à chaque fois, il faut qu'il y ait un projet clair, alternatif, une alternative crédible qui soit proposée pour que on estime qu'elle soit crédible et qu'on envisage éventuellement d'accorder une extension longue. Ça n'a pas l'air si automatique que ça comme procédure là. Non, c'est pas si évident, mais néanmoins je pense que l'acceptation du Royaume-Uni, qui est quand même un énorme revirement d'organiser l'élection européenne alors qu'eux-mêmes sont en train de sortir, je pense que c'est quand même c'est un grand pas, et ce sera probablement l'acceptation pour eux d'aller vers des élections générales. Donc d'avoir un projet clair de où on va exactement, je pense qu'il faut un peu l'oublier. Mais par contre de se dire qu'on peut rebattre les cartes pour voir où on va, là je pense que clairement la majorité à l'heure actuelle, au sein du gouvernement comme au sein du Parlement, n'est vraiment pas claire. Donc je pense qu'on a besoin, hors miracle dans les 10 prochains jours, d'aller dans cette direction-là. Olivier de Béranger, vous avez une conviction personnelle d'investisseur là sur l'issue de ce Brexit? Je dirais pas grand-chose à rajouter. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les députés britanniques ont voté, de mémoire c'était le 13 mars, par 4 voix simplement de majorité, le fait qu'il n'y aurait pas de no deal Brexit, mais que pourtant on semble se diriger de plus en plus vers cette issue qui est assez terrible, parce que en fait dans cette histoire, ce qui serait le plus dommageable, c'est un hard Brexit par inadvertance, par une histoire de vote, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais finalement on se retrouve devant une situation qui n'était en fait souhaitée par personne. Non. Et ça, c'est pas du tout dans les prix de marché. Tout à l'heure on parlait des négociations sino-américaine, et là encore une issue négative n'est pas dans les prix de marché. Là ça fait quand même 2 événements qui pourraient un peu nous animer les semaines qui viennent. En tant qu'investisseur, on sait qu'un hard Brexit est une catastrophe absolue pour le Royaume-Uni, ensuite pour l'Allemagne, qui est le premier partenaire continental des... C'est encore vrai quand même, avec tous les plans de contingentement, avec toute la préparation, on imagine quand même, qui a été faite en amont, ce serait encore une catastrophe à ce point-là?
Je pense, j'ai pas exactement le chiffre en tête, mais je crois que la production automobile anglaise est en baisse de 15% sur un an. Vous avez la réponse. C'est compliqué, c'est-à-dire ne pas savoir quelles vont être les normes, les droits de douane, les procédures d'homologation et autres. C'est très compliqué. Donc, en tant qu'investisseur, on peut être que catastrophé s'il y a un hard Brexit. Après, pour revenir sur votre question sur la politique de la France, je pense qu'il y a un message très clair pour nos amis italiens. C'est pour leur dire, déjà sortir de l'Union européenne, vous voyez que c'est un bazar sans fin, alors sortir de l'Union monétaire, n'y pensez même pas. Ouais. On reprend un peu la stratégie grecque. Alors les rôles ont changé. C'était Berlin à l'époque qui était dur contre la Grèce et Paris qui essayait de jouer un peu l'entre-deux. Merkel, elle a une position plus souple. Oui, le sentiment qu'on a en tout cas. Premier partenaire commercial continental, donc position. Et voilà, c'est ça. Non, donc les rôles sont bien distribués d'une certaine manière. Bon, Julie, un commentaire sur le Brexit. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. La seule chose, et là je vous rejoins, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été préparées par un certain nombre d'entreprises. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur les normes, les standards, etc. Mais on le voit au fil des jours, les entreprises, elles n'attendent pas les politiques. Elles ne peuvent pas se le permettre. Elles les supplient aujourd'hui de mettre fin à cette situation. J'ai vu ça. Oui, c'est le syndicat des petites et moyennes entreprises britanniques a fait un message juste après le résultat du vote, absolument catastrophé. Supplication. L'investissement est à l'arrêt, on ne sait pas comment on va faire avec nos clients et nos fournisseurs, mais arrêtez de faire n'importe quoi. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir. On n'aura pas tout à fait résolu le Brexit, non, mais ça va continuer la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, le feuilleton n'est pas terminé. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été avec nous pour cette dernière séance du trimestre qui s'est bien terminée. Plus 1% aujourd'hui et sur l'ensemble du trimestre, on a des marchés, alors globalement, qui gagnent entre 10 et 15% pour les marchés des pays développés en Europe, aux États-Unis et précisément à Paris, le CAC 40 qui fait une des meilleures performances européennes et même mondiales depuis le début de l'année dans les marchés développés, encore une fois, avec une hausse de plus de 13% pour le CAC 40 depuis le 1er janvier. Hors dividende, le CAC à 5350 points ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités du Club de la Bourse. Très bon début de soirée sur BFM Business, bientôt 18h. Bon week-end, on se retrouve lundi dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.